Ça a sauté quelques générations, on va dire. Ça a sauté en gros 2 générations. Voilà, mes arrière-grands-parents étaient bergers, quoi. Ouais. Donc dans les Alpes de Haute-Provence, originaire des Alpes de Haute-Provence et du Var, à côté de Draguignan. Là. Et puis vos parents? Mes parents étaient commerçants, parce que mon grand-père donc avait pris un commerce bon, dans Saint-Raphaël, et mon père donc a pris la suite en fait, de ce commerce. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie? C'est l'arrière-grand-père? Vous avez pensé à votre arrière-grand-père? Non, pas du tout, pas du tout. Voilà. Je l'ai su beaucoup après. En fait, non, j'étais, de tout jeune, j'aimais beaucoup la nature, j'aimais me retrouver là. Alors j'avais une tante qui avait une petite exploitation agricole, donc pas très loin là de Saint-Raphaël, où il y avait des poules, des lapins, des chiens, de la vigne, enfin toutes sortes de choses. Et j'aimais beaucoup aller à cet endroit-là. Et puis, pas très loin non plus, on avait un berger qui venait faire paître ses moutons à l'époque, parce que maintenant on ne le verrait plus, mais à l'époque, donc dans les golfs dessus de Saint-Raphaël, les golfs de Valescure, ce qu'on appelle. Et voilà, et donc je m'étais appris d'amitié pour cet homme que j'allais rencontrer assez souvent. Et c'est comme ça que, après, il m'avait proposé, s'il était, pendant les grandes vacances, je voulais aller garder les brebis avec lui en montagne. Alors, pensez un peu, c'était pour moi une chose inimaginable, bien sûr. Alors, les parents ont été un peu réticents, et puis, bon, finalement, ça a été permis, et alors là, pour moi, ça a été une découverte terrible de vivre avec ces bergers. Alors, je vous parle de ça, j'avais 13-14 ans, hein. Voilà, ouais. Et après, bien entendu, ça n'a fait qu'empirer. Et quand j'ai dit à mon père que je ne voulais plus aller à l'école pour être berger, alors là, il n'entendait plus les choses de la même façon, mais enfin, c'est pas possible. Berger, c'est pas un métier, c'est les bons à rien qui font berger, c'est ceux qui, malheureusement, ne peuvent pas faire autre chose, qui, bien souvent, ils sont illettrés. Enfin, toi, tu as de l'instruction, tout ça, il faut un métier qui tienne debout. Berger, c'est pas un métier. Bon, bref. Alors, il est allé voir mon directeur d'école, il lui a dit, vous vous rendez compte de ce qu'il a dans la tête, il veut être berger. Alors, le directeur lui a dit, oh, mais vous ne tracassez pas, c'est une tocade de jeunes, vous savez, dans 6 mois, on lui repose la question, puis il aura changé d'avis. Et puis, malgré tout, les 6 mois passant, 1 an et tout ça, ça ne changeait pas d'avis. J'étais entêté pour... voilà, et du coup, on m'a orienté vers des études agricoles, hier, dans le Var, et puis après, j'ai fait une spécialité agriculture-élevage à Clermont-Ferrand, là, à Marmilla, au collège de Marmilla. Et puis après, je me suis loué comme berger chez des patrons, des gros propriétaires de moutons, à Canjuers, à l'époque, où maintenant il y a l'armée, mais à l'époque il n'y avait pas encore l'armée, donc il y avait des gros propriétaires de 1000, 1500 brebis, c'était des grands troupeaux, quoi, parce que c'était des grandes surfaces, on va dire. Oui. Et puis il a fallu que je me mette à parler le patois, parce que les bergers parlaient que le patois entre eux. Alors là, vous parlez du patois du Sud. Oui, voilà. Ah, oui, c'est ça, pas du patois d'ici. Non, c'est pas tout à fait le même, c'est vrai. Il y a des mots qui changent, quoi. Alors bon, mes grands-parents le parlaient, alors du coup, pour moi, c'était pas quelque chose d'inconnu, mais on ne le parlait pas à la maison couramment, c'est sûr. Quand ma grand-mère le parlait beaucoup avec mon grand-père, mais c'est tout. Et puis un beau jour, j'ai voulu être à mon compte. Donc j'avais acquis un peu quelques deniers mis de côté, et puis j'ai pu acheter quelques brebis, me monter un petit troupeau. Et c'est comme ça que, après, de fil en aiguille, le troupeau s'est agrandi, et puis j'avais un troupeau respectable de 200-250 brebis, quoi. Enfin, je m'étais installé à Tourves dans le Var. J'avais été séminariste. Et donc, avec un des séminaristes, on avait décidé un jour, si nous n'avions pas voulu continuer la carrière ecclésiastique, on va dire, et donc on voulait reprendre une ferme pour faire de l'accueil. Et alors, c'est là qu'on s'est mis à chercher. On était monté jusqu'à La Ragne, donc dans les Hautes-Alpes, et puis tout à fait par hasard, on rentre dans une agence en demandant s'il n'y avait pas des propriétés à vendre. C'est là que le gars nous dit, j'ai tout à fait ce que vous recherchez, d'après ce que vous m'avez dit, mais c'est pas ici, c'est dans la Drôme.
Alors nous, on s'est regardé dans la Drôme, ça faisait loin, c'était le Grand Nord pour nous, la Drôme. Qu'est-ce qu'on va aller faire dans la Drôme? Elle a dit oui, mais c'est une... Bon, il y a tout un hameau qui est presque vide, quoi, avec une bergerie en construction, des maisons, beaucoup de terrain et tout, quoi. Et en fait, voilà, il nous a montré ici. Et c'est ici. Et c'est ici. C'est ici. Et on a flashé, voilà, parce que ça correspondait vraiment tout à fait à ce qu'on recherchait, mais on ne connaissait pas le climat, on ne savait pas que c'était au pied du Vercors. Et bon, c'était en fin d'hiver, il y avait pratiquement plus de neige, donc bon, voilà, ça ne nous avait plu, mais si j'étais venu, je crois, en plein hiver, et avec 50 ou 80 cm de neige, je serais pas, vous m'auriez pas, enfin, je ne serais jamais venu ici, quoi. C'est une ancienne maison d'habitation, d'ailleurs, vous voyez, j'ai conservé la cheminée, tout ça. Bon, après, il a fallu la mettre un peu, qu'elle soit vivable, mais il y avait de la terre battue, mais il y avait 50 cm de fumier, parce que comme elle était plus habitée depuis X années, les anciens propriétaires, ils mettaient des brebis. Voilà. Et donc, vos troupeaux se trouvaient autour de nous, là. Voilà, tout autour. Oui, oui. Tout autour. Oui, oui. Vous aviez beaucoup de bêtes? Oh, ben j'en avais dans les 250 à peu près, quelque chose comme ça. Et puis on avait des chèvres aussi, on avait un troupeau de 30 chèvres. Parce que je ne vous ai pas dit, mais on était 3 à s'installer ici. On était 3 copains. Donc un, je vous l'ai dit, il était séminariste avec moi, et l'autre, il est devenu son beau-frère puisqu'il a épousé sa sœur, et qui avait fait des études agricoles aussi. Et notre projet d'accueil ici, d'agriculture et d'accueil, l'intéressait. Et il m'a dit, mais moi, j'aimerais bien me joindre à vous si vous êtes d'accord. Alors on avait accepté, bien sûr. Et on était 3, donc alors il fallait quand même vivre. Et donc 250 brebis, ça ne suffisait pas. On avait pris un troupeau de 30 chèvres, on faisait des fromages qu'on vendait. Voilà. Et les brebis, c'était pour l'abattage? C'était pour la viande de boucherie, oui, la production d'agneaux. Et alors, ça fait que vos fonds, j'imagine, vous étiez des heures, des jours complets, tout seul, dans la montagne, cette vie de berger. Alors, ce que vous me dites là, je l'ai vécu, mais moins ici, parce qu'en venant m'installer ici, je devenais berger agriculteur. Chose que je n'étais pas dans le Var, puisque dans le Var, je n'avais que mon troupeau, et je louais des pâturages comme ça, verbalement. Alors là, bien sûr, je partais toute la journée garder mes brebis, je partais le matin et je revenais le soir, avec ma musette sur le dos. Mais ici, je me suis installé. Ça a été l'installation, donc on a commencé à faire des parcs, donc les brebis se gardaient, enfin, presque toutes seules, mais disons, voilà, ça nous... Et puis il fallait s'occuper de la campagne quand même, il y avait les foins à faire, il y avait les terres à labourer, il fallait, voilà, donc il y avait les travaux des champs, chose que je ne connaissais pas dans le Var, puisque j'étais ce qu'on appelait un berger herbacier, c'est-à-dire je ne faisais que passer avec mon troupeau, voilà, je n'avais pas de terre que je cultivais dans le Var. Et donc, en arrivant ici, il a fallu acheter du matériel, d'abord, de fenaison, faucheuse, râteau, presse, etc., etc. Et finir de construire cette bergerie qui avait été commencée, mais qui n'avait jamais été terminée. Et puis voilà, et donc l'hiver, les brebis restaient à l'intérieur et mangeaient du foin, quoi. D'ailleurs, ici, c'était des petits troupeaux. C'était 50, 60 brebis, 30 brebis. Et puis les gens étaient plutôt pluriagricoles, on va dire. Ils faisaient tous un peu de céréales, un peu des lavandes, un peu les brebis, un peu des chèvres. Un peu... C'était pas des gros troupeaux comme dans le Var. Quand même, j'ai l'impression que vous, la solitude, vous aimez. Ah oui, oui, ah ben oui, oui, oui. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je vous ai entendu répondre à la question d'un de mes confrères qui a eu la mauvaise idée de vous parler de la ville. Et alors, vous avez dit, oh là là, la ville. Ah oui, non, je ne pourrais pas vivre en ville. Non, c'est pas possible. Non, non. Alors maintenant, par ma mission de diacre, je suis bien obligé de descendre en ville, donc pour faire intervenir pour des célébrations, des mariages, des enterrements, des baptêmes. Voilà, et puis quelques réunions aussi, quoi. Mais je suis toujours très content de remonter ici quand j'ai fini. Parce que, et encore que quand je vous dis en ville, c'est à Die, et Die, c'est pas c'est un gros village. Il ne faut pas exagérer. Voilà, c'est pas Valence, ni Lyon, ni Marseille. Hein.
Voilà. Parce qu'alors on me dit, vu un peu les fonctions que j'ai, mais tu serais mieux à habiter à Châtillon ou à Die. Ah ben je dis surtout pas, parce qu'alors là on me mettrait la main dessus, et puis d'abord moi je vois pas ce que je ferais en bas, quoi. J'ai besoin de sortir, de marcher, d'aller dans la campagne, monter dans la montagne et tout ça, quoi. Je veux dire, ça a été toute ma vie, quoi. Et alors voilà. Au fond, vous avez été berger jusqu'à quand? Puisque aujourd'hui, je crois que vous avez vendu votre troupeau. Oui. Ben oui, l'heure de la retraite ayant sonné, ça fait 8 ans maintenant que j'ai vendu mon troupeau. Vous êtes triste? Vous regrettez? Non, je ne regrette pas parce que bon, je crois que j'ai assez donné et puis que bon, maintenant je me sentirai plus de refaire tout ce que j'ai fait, quoi. C'était fatigant. Ben oui, physiquement c'était quand même, surtout au moment des foins et tout ça, l'été. L'hiver ça va parce que quand il suffit de donner à manger aux brebis, tout ça on y arrive, mais bon, la période des foins où il fallait s'occuper du troupeau, faire les foins. Alors bien sûr, on pense, vous allez me dire d'où est la citation parce que je l'ai oublié, mais le Seigneur est ton berger. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que vous ayez été un homme de foi et un homme qui gardait des troupeaux? Est-ce que lorsque vous étiez comme ça dans les prairies, ça facilitait, si j'ose dire, votre relation avec le bon Dieu? Oui, ben, c'est-à-dire que je suis un peu contemplatif, on va dire, c'est vrai. Alors, ce psaume-là que vous me dites, c'est le psaume 22, le psaume du bon berger, ça m'a permis de l'approfondir et vraiment de le vivre, alors au niveau de la foi, bien sûr. Et alors c'est un psaume, c'est un peu rigolo, parce que souvent dans les célébrations, que ce soit des enterrements, des baptêmes ou des mariages, les familles le choisissent pour le mettre dans la célébration. Alors bon, j'explique bien sûr d'une manière un peu plus théologique la signification de ce psaume, sa résonance. Mais c'est un psaume que j'aime beaucoup et qui renforce un peu ma foi, quoi. Les psaumes, ce sont des prières, des poèmes et des prières qu'on doit redire normalement, régulièrement. Et voilà, et j'aime bien le redire, ce psaume. Oui, je l'aime beaucoup. Alors, la foi, elle vous est venue comment? Oh, ben alors la foi, ben j'étais tout gamin. Hein. Bon, j'ai un peu baigné dedans, comme on disait. Voilà. Bon. Moi, mes parents étaient commerçants et ils n'avaient pas le temps d'aller à l'église. Ils étaient croyants, mais sans plus. Et alors je dirais, j'ai été élevé, c'est pas tout à fait le mot, mais enfin, j'étais très lié avec une vieille voisine qui était une veuve de marin-pêcheur en bas à Fréjus, et qui allait régulièrement à la messe, et voilà. Et donc, elle m'emmenait là-bas, et donc j'ai été enfant de cœur, et puis après j'ai grandi. Après j'ai fait ma crise, parce que le Concile Vatican II est venu et j'ai rien compris au Concile et j'ai dit on nous change la religion. Alors les curés quittaient la soutane, on parlait en français plus en latin et tout ça. Alors je dis non, moi c'est fini. Bon, et puis j'avais gardé un missel et puis je lisais quand même mes évangiles. Voilà, et j'ai continué à lire un peu la Bible, enfin. Et alors là, c'est une foi beaucoup plus épurée que j'ai pu retrouver quand j'étais à l'armée. Parce que jusqu'à l'armée, donc j'avais un peu laissé tomber tout ça. Et puis à l'armée, comme j'étais dans un camp en Allemagne, où on s'ennuyait assez le dimanche, on avait un aumônier français qui nous sortait, puis qui célébrait des messes, quoi. Et alors, avec d'autres collègues, bon, ben, on avait fait un petit groupe, et je m'étais remis un peu à fréquenter l'église comme ça. Voilà, et puis c'est lui qui m'expliquait mieux la crise du concile étant passée, à quoi ça correspondait, un aggiornamento de l'Église, voilà, de la religion. Il avait bien besoin. Mais il y a des fois? Oh ben oui, des fois, enfin ça dépend ce qu'on veut dire, mais moi je rencontre beaucoup de gens qui me disent, vous savez, je suis croyant mais pas pratiquant.
Alors des fois, je pousse un peu plus loin, je dis oui, mais pour vous, qu'est-ce que c'est la foi, qu'est-ce que c'est que la pratique, tout ça. Bon, mais c'est des gens qui sont souvent en recherche. Ils ont eu, quand ils étaient jeunes, une éducation religieuse, et puis ils ont tout laissé tomber, comme beaucoup. Bon, il y a eu mai 68 qui a fait que, voilà, moi je suis un peu de cette génération-là aussi. Et donc, c'est des gens qui sont en recherche, quoi. Mais pour moi, qui sont, je veux dire, pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce que pour moi, ils sont même peut-être plus importants que des bons cathos qui vont régulièrement à la messe tous les dimanches. Voilà. Bon, j'ai rien contre les bons cathos, bien sûr, hein, mais pour moi, voilà, parce que souvent, on vit sur de la tradition et tout, et puis voilà, alors on a toujours fait comme ça, on va continuer à faire comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas la foi, mais disons, cette fois, elle n'est pas trop mise à l'épreuve, moins que peut-être ceux qui ont vécu des gens qui se disent pas, même pas chrétiens souvent, hein, et qui agissent comme des gens qui ont la foi, et même une grande foi. Ouais, ouais, ouais. Et votre foi, vous l'avez vu changer? Ah ben oui, je l'ai vu changer, oh là là, oui, elle a mûri. Elle a mûri. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on a eu, pour vous donner un exemple, un prêtre qui était franciscain et qui, par l'intermédiaire de Marcel Ego, était venu s'installer à Bonneval, et il avait été aumônier de prison de Fleury-Mérogis, donc un prêtre qui avait 70 ans, qui avait tout un passé, et il avait été directeur de séminaire et tout ça. Et j'aimais bien sa phrase, il disait « Je suis venu m'installer ici pour soigner mon cholestérol ecclésiastique ». Voilà. Et alors, au début, je le trouvais un peu bizarre, je dis « C'est curieux qu'il dise ça, cet homme, pourquoi ?» Et il en était venu même qu'il ne voulait même plus dire la messe, quoi. Ça ne correspondait plus à ses idées. Voilà. Il avait sorti une petite revue qui s'appelait « Jésus tout simplement », reprendre un peu à la base ce qu'avait vécu Jésus avec ses apôtres et enlever tout ce que l'Église avait pu mettre pendant des siècles par-dessus. Et après, j'ai trouvé ça admirable. Alors, j'avais de grandes conversations avec lui, on passait souvent des heures ensemble. Alors, au début, j'avais du mal à le suivre, parce que, bon, je trouvais qu'il allait un peu loin, quoi. Mais plus le temps, alors il est décédé maintenant, mais plus le temps passe, plus j'adopterai un peu sa façon de voir les choses. Mais vous savez, on arrive à une époque où, bon, vous le voyez, il y a un mixage des populations en France et tout ça, que ce soit l'islam, que ce soit le bouddhisme, que ce soit tout ça. Moi, je suis tout entouré de gens qui, bon, c'est pas des chrétiens, il y en a qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens, mais enfin, il y a de pratique zéro, nul, terminé. Il n'y a plus un enfant qui est catéchisé à Boulques, même plus à Châtillon, vous voyez un peu. On vit avec ces gens-là, quoi. Et des fois, j'aime bien partager leur opinion. Moi, je ne détiens pas la vérité, je ne détiens pas la sagesse. J'acquiers auprès d'eux une certaine sagesse aussi, que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Est-ce que vous avez pensé être curé? J'ai pensé être curé, oui. Hein? Oui, c'est vrai. Ben oui, puisque j'ai fait du séminaire. Hein, donc, j'ai pensé être curé. Et puis, au bout de... Combien j'ai fait? J'ai fait 2 années. Et puis, non, j'ai senti que c'était pas tellement, moins ma vocation, parce que j'avais peur de devenir, comme me disait à l'époque un écrivain, Eugène Dreuermann, fonctionnaire de l'Église. Ouh là là, j'ai dit non, alors ça ira pas, parce que moi, il faut que je sois dehors, il faut que je sois en contemplation avec la nature. Je ne peux pas rester enfermé dans mon église à dire des messes ou à écouter des gens au confessionnal. C'est pas mon truc, en fait. Bon, je caricature le curé. Il ne fait pas que ça, bien sûr. Mais le curé, c'est un pasteur. Mais j'avais besoin d'une certaine liberté que j'avais peur de ne pas trouver dans la fonction de prêtre, quoi, dans la mission de prêtre. Et si je ne me trompe pas, vous êtes passé à un moment donné par un monastère. Oui, parce qu'alors donc on s'est installé à Troyes ici, et puis on a eu un projet d'accueil. Donc il y avait une ferme un peu plus loin qui se vendait, qu'on a acheté, et on a fait de l'accueil
Bon, au départ, c'était un accueil un peu ouvert à tout le monde, puis après, on avait un peu plus ciblé sur du social. Et donc, comme j'étais en lien avec un diacre de Toulon, Gilles Robèche, pour ne pas le nommer, donc Gilles était en lien avec tout un tas de gens, comment on va dire, décabossés de la vie, en bas sur Toulon, et il nous a dit, ben, les Tatins, finalement, ça pourrait servir à accueillir de temps en temps, par période, des gens qui ont besoin de se remettre un peu au vert, se remettre un peu en relation avec la nature, un certain temps, ça leur ferait du bien. Alors, du coup, c'est comme ça qu'on a constitué une association, on a accueilli des gens, on a eu, j'allais dire, des propositions de bénévoles pour encadrer ces gens, voilà, mais c'était des cas difficiles, des cas lourds, et bon, on n'avait pas fait de formation pour les encadrer. Et il y a eu des dérapages d'alcoolisme qui faisaient surface, des gens des suicidaires, des violents qui se retournaient contre les gens qui les encadraient, en fait. Et on m'a dit, mais vous ne pouvez pas tout mener là-haut, c'est pas possible, une exploitation, des brebis, faire de l'accueil comme ça. On a arrêté cet accueil, et c'est là que je me suis retrouvé complètement tout seul. Et alors j'ai voulu retrouver une communauté, j'ai dit, ben, tiens, je ferai, comme j'étais au blas du monastère de Ganagobi, je dis, pourquoi pas faire le pas, sauter le pas et rentrer dans la communauté. Voilà. Alors bon, ils m'ont accepté bien volontiers, mais ils m'acceptaient tout seul, pas avec 250 brebis. Eh oui. Alors donc il a fallu vendre le troupeau. J'ai fait 2 années d'expérience, on appelait ça le noviciat. Et puis pareil, les mêmes questions sont revenues, je me retrouvais enfermé, je manquais d'air, une règle, bon, avec, vous savez ce que c'est dans un monastère, dès que la cloche sonne, il faut tout quitter pour aller à la prière, tout ça. Je trouvais que c'était un peu trop rigoureux. Et j'ai dit non, alors, à la veille de prononcer des vœux d'engagement, j'ai dit finalement non, je ne vais pas prononcer mes vœux, je crois que je vais retourner au Tatin. Et là, voilà. Et donc je suis revenu ici. Voilà, j'ai sonné la cloche très fort quand je suis revenu parce qu'il n'y avait plus personne. Il n'y avait qu'un chat. Et puis j'ai retrouvé un troupeau à acheter et puis je me suis remis dans le bain, quoi. Comment fait-on pour devenir diacre? Alors tenez-vous bien, quand je suis revenu ici, bon, mon curé de Die, avec qui j'étais en très bonne relation, vient me trouver et me dit, mais écoute, puisque ça n'a pas marché chez les moines, nous, on a pensé au conseil pastoral de proposer le diaconat. Oh là là, quand je l'ai vu me dire ça, j'ai dit quoi? J'ai dit non, 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 pas question. J'ai dit moi, je ne sors pas d'un système pour rentrer dans un autre. Alors j'ai dit, tu me laisses tranquille, tu me laisses poser mes valises, tu me laisses tranquille quelques mois. Dans 6 mois, tu me reposeras la question, mais là, pour l'instant, j'avais tellement de choses à lâcher et à me retrouver. Parce que quand même, 2 mois d'enfermement dans un monastère, quand on revient dans la vie civile, il faut s'y remettre. Quoique j'étais un peu isolé, j'étais pas en pleine ville. Mais enfin, je veux dire, bon, il faut se remettre un peu dans le bain, quoi. C'est pas... Alors j'ai dit non, 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 tout ça, voilà. Il a laissé le temps passer, puis il est revenu, il me repose la question. Alors, mais il me dit, tu sais, on pose la question à tous ceux qu'on interpelle comme ça, et puis il y a une année de réflexion. Donc, vous participez à des sessions, vous voyez un peu à quoi ça correspond, et puis si vous sentez que ça vous intéresse, bon, vous pouvez continuer, sans ça, ben, dites c'est pas mon truc, puis voilà, on abandonne. Alors je dis, ben ça je veux bien essayer. Alors donc, voilà, il y a eu une année de discernement, et puis finalement je me suis retrouvé avec des gens très sympathiques, qui étaient en formation de diacre, mais de toute autre origine et toute autre profession que moi. Hein. Non, mais justement, c'est quoi le diacre? Voilà. Il fait quoi? À la différence du curé, le curé c'est plutôt l'image du berger, de celui qui mène un troupeau, qui dirige. Le diacre, pas du tout. Le diacre, c'est un signe d'église parmi son monde familial et professionnel. C'est-à-dire que vous avez 9% des diacres qui sont mariés, qui ont une famille. Voilà, voilà. Et donc, ils vivent la vie comme de tout le monde, mais ce sont des signes d'église, c'est-à-dire ils peuvent donner les sacrements, comme le mariage, le baptême, et ils guident un peu, voilà, des gens qui ont affaire à eux, quoi.
Et donc, alors ça me plaisait assez parce que ma mission, puisque quand on est après ordonné diacre, l'évêque du lieu vous donne une mission. Ma mission, c'était d'être signe d'église ici, dans ce milieu d'agriculteurs, de gens en recherche. Et donc, ça m'a intéressé assez. Et c'est comme ça que j'ai accepté. Il y a des gens qui arrivent ici, qui tapent à la fenêtre et qui veulent vous vider. Oui. Oui, 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 oui. Je l'imite même un peu. Ah bon? Oui, non, ben, je vois un peu qui c'est qui viennent des fois. Bon, mais c'est-à-dire qu'on a conservé ce chalet et j'y fais un peu d'accueil de gens qui ont besoin de se mettre un peu au vert, au calme, tout ça. Et ces gens, bien souvent, bon, ben, bien sûr, je les côtoie et on prend du temps pour discuter, pour échanger. Il y en a même qui me demandent bon, de prendre un petit temps de prière, de prier ensemble à la chapelle, des choses comme ça, vous voyez. À mon désarroi, j'allais dire, ce qui m'a donné qui m'a fait de la pub, c'est l'article de Panorama qui est passé. Donc, Panorama, qui est une revue qui a une grosse distribution. Et des gens qui ont lu cet article et qui m'ont écrit, qui m'ont téléphoné, qui ont voulu me rencontrer, tout ça. Alors, je ne pensais pas que ça aurait une telle, comment dirais-je, résonance. Voilà, une telle résonance. C'est pour ça que quand Bertrand Révillon, après, 10 ans après, me demande de faire un bouquin, je lui dis de suite non, je n'ai pas envie de recommencer comme l'article de Panorama. Il m'a dit oui, mais parce que Bertrand Révillon est devenu diacre aussi. Alors je dis non, 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 ça va encore m'attirer tout un tas de gens qui vont vouloir me voir, me rencontrer, me téléphoner. Je dis non, 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 j'ai pas envie. Alors il me dit oui, mais quand même, pense un peu que tu es diacre et tout, et puis ton témoignage est important, tu peux aider des gens, ça peut aider des gens, patati, patata, tu sais, réfléchis bien tout ça. Alors il me dit tu l'écrirais? Je dis non, 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 je ne l'écrirai pas. Par contre, j'ai dit, si tu venais comme tu étais venu pour Panorama m'interviewer et toi-même l'écrire, à la limite, j'accepterais. Il m'a dit, mais j'ai pas le temps, je suis très très pris, mais je vais te trouver un journaliste qui serait prêt à faire cela. Donc il a trouvé un journaliste de RCF que j'avais jamais rencontré, mais que j'entendais tous les matins. Et c'est lui qui a rédigé ce petit bouquin, donc « Ayez l'odeur de vos brebis », suite à une phrase du pape François, qui veut dire que, comment dirais-je, les prêtres, enfin, et puis on doit vivre à la périphérie, et non pas à l'intérieur de l'Église, mais à la périphérie de l'Église aujourd'hui, quoi. Voilà. Gardez l'odeur de vos brebis, c'est-à-dire vivre avec les gens, en fait, les gens avec lesquels vous êtes. Évidemment, vous lisez le journal, vous écoutez la radio, tout ça. Vous voyez que l'Église catholique, la vôtre, bon, on a l'impression qu'on se dispute. La barque prend l'eau. Comment vous vivez ça? Bon, écoutez, moi je dis il faut que la vérité se fasse. Alors s'il y a eu tout un tas d'histoires comme ça, eh bien c'est très bien qu'aujourd'hui on le mette, on en parle et non pas l'étouffer comme ça a été pendant des années, on étouffait et puis vous voyez ça continuait sous la braise continuait sous terre et puis c'était pas bien quoi, je veux dire. Et puis il faut dire que ça fait du mal aussi, un mal terrible. Les prêtres sont des hommes comme les autres, hein, ils ont des bons côtés et des mauvais côtés, j'allais dire. Mais il y a des prêtres qui ont failli, et bien écoutez, il ne faut pas le cacher. Moi je trouve que la vérité, il faut qu'elle éclate, il faut que ça soit dit. Voilà. Alors après, bon, il ne faut pas mettre tout dans le même sac, dire tous les prêtres sont des pédophiles et tout ça. Non, là je ne dirais pas non, parce que j'en connais quand même beaucoup, et je pourrais vous dire que c'est pas vrai, c'est faux. Mais bon, qu'il y en ait certains, ça je veux bien le croire, puisque ça a été démontré et tout ça, quoi. Et je trouve que c'est très bien maintenant l'idée qu'ont eu les évêques de se réunir et de convoquer à leur assemblée des victimes des actes pédophiles qui ont pu parler, qui ont pu dire leur expérience, et qui se sont mis maintenant ensemble pour faire avancer cette histoire, voilà, qu'on mette au jour et que ça ne se reproduise, enfin, qu'on essaye de ne plus le reproduire, on va dire. Moi, j'ai beaucoup aimé quand le pape a été nommé, voilà, François a été proclamé pape, ben déjà j'allais dire, devoir faire un peu du ménage, voilà, parce qu'il y en a besoin, c'est pas fini le pauvre, et il s'en voit parce que bon, il est tout entouré de gens qui des fois sont un peu, comment dire, rétrogrades, ils sont un peu
des empêcheurs de tourner en rond, voilà, qui veulent rester sur leur a priori et tout ça. Et donc, lui, il se bat pour ça, quoi, qu'on fasse un peu plus une église plus pauvre et plus servante, comme elle devrait l'être, et non pas encore un faste. Comme moi, je déplore, c'est malheureux à dire, mais je déplore des fois. Quand des protestants doivent voir encore les fastes de l'église de Rome, je comprends leur attitude et je comprends leur réflexion. À la limite, ça n'aurait plus lieu d'être des choses pareilles. J'y vais vite, là, je vais fort. Hein, mais voilà mon idée, c'est ça. Justement, ici, on est dans un pays protestant. Quels ont été vos rapports avec les protestants alentour? Parce que le Diois, c'est très protestant. Oui, oui, c'est très protestant, mais il faut dire que ça s'est beaucoup amélioré par rapport aux générations d'avant. Moi, j'ai encore des gens qui me disent qu'ils ont souffert parce qu'ils se sont mariés et ont fait un mariage mixte protestant-catholique. Et donc, on les a mariés à la sacristie, mais pas à l'église. Ils ne pouvaient pas se marier à l'église, on les mariait à la sacristie, un peu en cachette, vous voyez, un peu. Alors que maintenant, c'est fini tout ça. Juste en face de chez vous, là, il y a une très jolie chapelle. Alors d'abord, je voudrais vous demander si c'est vous qui l'avez... Oh là là, non. Elle est très ancienne, en fait. Sur le linteau de la porte, il y a écrit, je crois, 1842, mais je crois qu'elle est antérieure à cette date-là. Elle a été reconstruite par la suite, elle était plus ancienne que ça. C'est vrai que quand on est venu découvrir ce pays, ici, ce coin, cette petite chapelle, moi, ça m'a fait tilt. J'ai dit, ah ben alors ça, juste une petite chapelle comme ça ici. Alors elle était un peu délabrée, il pleuvait à l'intérieur, elle était en décrépitude, quoi. Et donc, comme elle est communale, donc on avait demandé à la commune s'ils voulaient bien au moins refaire la toiture de façon à ce qu'il ne pleuve plus à l'intérieur. Et puis nous, avec un tas de jeunes à l'époque qu'on accueillait, et un maçon du coin, on avait refait l'intérieur. C'est vous qui avez fait le vitrail, là? Non, c'est pas moi. Non. C'est un artiste qu'on avait à Châtillon, un Chilien, qui était amateur de vitraux, qui fabriquait des vitraux. Et comme il n'y avait qu'une seule vitre toute simple, quand j'ai su qu'il faisait ça, je suis allé me trouver et je lui ai demandé s'il ne voudrait pas me faire un vitrail pour la chapelle. Il a accepté. Voilà, bien volontiers. Voilà. Il vous arrive de vous y recueillir? Bien sûr, oui, assez souvent même. Puis tous les matins, j'ouvre la porte et je la ferme. Et je passe un petit moment à l'intérieur. Voilà, donc elle est habitée. Je crois que vous accompagnez des mourants. Pas que des mourants, disons que je suis aumônier de l'hôpital de Die, donc j'accompagne des malades. Et puis les EHPAD, les maisons de retraite, donc de Châtillon, de Luc et de Marignac. Donc une fois par mois, à chacune, je leur fais un petit temps de prière, et puis je partage le repas avec les résidents. Et puis je fais aussi des célébrations de la parole dans des villages éloignés d'ici, où le curé n'a pas le temps, ou que ça fait très loin, comme par exemple Luce-la-Croix-Haute. Je vais régulièrement, à peu près tous les 15 jours, à Luce-la-Croix-Haute, faire une célébration de la parole, où j'ai des... Voilà. Et puis le curé, il va une fois par mois, donc ils ont une messe une fois par mois. Et j'imagine que certaines de ces fonctions, je pense à l'accompagnement des mourants, doivent solliciter chez vous, ça doit être très dur, quoi. Oui, c'est vrai que c'est, oui, bien sûr, ça prend de l'énergie et de l'écoute, mais de l'écoute, c'est surtout de l'écoute, et puis des fois on ne dit pas grand-chose, et on est là, simplement, de prendre la main, de tenir la main de quelqu'un, voyez. Et puis dire, ben, je suis là avec toi, ou on dit une prière ensemble, quelque chose comme ça, quoi. Il y en a des fois qui n'ont plus la force de parler, mais seulement ils vous regardent, simplement. Et des fois, dans le regard, il passe beaucoup de choses aussi. Ce n'est pas uniquement par la parole, mais c'est par le regard aussi qu'il y a une communication qui se fait, quoi, un lien qui se fait. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent pour les obsèques d'enterrer, parce que j'ai accompagné ou le grand-père ou la grand-mère ou l'oncle ou la tante,
qui me demande, est-ce que vous pourriez faire les obsèques? Alors, j'ai dit, je ne peux pas faire toutes les funérailles sur le Diois, je connais énormément de familles, c'est sûr, parce que par les baptêmes, les mariages et les enterrements, je connais. Puis les gens du Diois, du cru, sont presque tous cousins entre eux. Ah oui, 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 vous en prenez un, ah, mais que vous parlez d'un terrain, mais c'est mon cousin, tout ça, on a fait ceci ensemble et tous. Les grandes familles du Diois, originaires d'ici, sont tous cousins entre eux. Alors évidemment, on se connaît tous, quoi. Voilà. Mais pour moi, c'est vrai que c'est une très bonne expérience qui vit quand même une vie de solitude ici, d'avoir ce côté de relation avec ces gens-là. Et puis je dirais, ça conforte un peu ma prière aussi, parce que prier tout seul dans un coin, si on n'est pas en relation, bon, moi je disais quand j'étais moine, c'est bien beau de dire on prie pour le monde, mais on se tient à l'écart du monde, on ne rentre pas avec les gens, on n'a pas de lien avec les gens, vous voyez. Quand on est inséré dans le monde, eh bien, la prière elle est beaucoup plus fournie, parce qu'on a des témoignages, des choses à dire, voilà, à présenter devant le bon Dieu, des fois. Et il y en a souvent qui me le disent, pensez à prier pour moi, pensez à prier pour moi, vous voyez, je suis dans un état où je ne peux plus faire grand-chose, je suis complètement désolé. Dernièrement, j'avais une dame là qui s'est mise en pleurs dans une maison de retraite, qui m'a dit, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Pensez à moi, priez pour moi. Oui, ce sont des gens que le soir, on peut porter dans ça, quand on revient ici, on peut porter dans sa prière. Oui, ce n'est pas une prière vide, quoi, voilà.